Bonjour mes amis, on va parler d'un compliment que certains reçoivent de manière régulière dans leur vie, peut-être même depuis toujours. Cette phrase, c'est « toi au moins, t'es facile à vivre. Avec toi, tout est simple. » Et peut-être même que toi aussi tu le dis. Je suis quelqu'un qui est plutôt simple à vivre, avec moi il n'y a pas de problème, on s'entend toujours bien. Dans ta tête, tu es peut-être même cet homme ou cette femme qui vient résoudre les problèmes. Vous partez en vacances, en groupe, c'est toujours toi qui vas trouver les compromis pour que tout le monde aille bien ensemble. Et même sûrement quitte à t'effacer toi-même. Peut-être aussi que parfois, dans cette équation, tu craques de temps en temps. Tu es facile à vivre. Facile, 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 facile. D'un coup, boum, ça explose. Et les gens comprennent pas. T'es tellement facile, tellement simple en général, qu'ils voient même pas pourquoi est-ce que ça peut arriver. Je vais créer une suite de vidéos qui seront un peu plus longues que la majorité de celles que je fais sur cette chaîne. En général, on fait 10-15 minutes. Et là, j'aimerais bien qu'on rentre plus dans le détail. Alors, certains font des shorts, des vidéos très courtes sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je pense que la psychologie, la compréhension de ce qui nous entoure, a besoin d'un peu plus de temps parfois, parce qu'en 1 minute, on se trompe, en 10 minutes, on est un peu plus vrai, et si on prend vraiment le temps, alors on change sa vie derrière. Je vais vous montrer aujourd'hui dans cette conférence, avec beaucoup d'études à l'appui, on parle quasiment d'une 30aine d'études qui décrivent exactement ce comportement. Pourquoi est-ce que le fait de compenser, d'être facile à vivre, peut venir littéralement bousiller ta vie amoureuse? Donc, installe-toi, on va faire une petite conférence sur ce sujet. La surcompensation affective, pourquoi est-ce que les gens faciles à vivre font parfois les pires partenaires? Cette personne facile à vivre, vous la connaissez tous. C'est peut-être un ami dans un groupe, peut-être même que plus probablement c'est toi aujourd'hui. Quand on te pose la question de « qu'est-ce qui te ferait plaisir ?», tu réponds comme tu veux. Quand on te demande si ça va, tu réponds toujours de manière invariable « oui, ça va ». Peut-être même, une petite subtilité que j'ai remarquée dernièrement, quand on t'appelle et qu'on te dit « comment vas-tu ?», tu ne réponds même pas toi-même, tu réponds juste directement « et toi ». Tu es peut-être le genre de personne qui ne demande jamais rien, qui fait pas de vagues, tu annules tes envies. C'est-à-dire que tu aurais bien envie de faire certaines choses, mais par défaut, on va plutôt prendre celles des autres. Si jamais tu es une femme et que tu as un compagnon et un enfant, on va plutôt faire ce que veulent le compagnon et l'enfant. Toi, tu t'adapteras à ce que eux décident, plutôt que de donner ton vrai besoin interne. Et probablement qu'aujourd'hui, tout le monde t'adore pour ça. Ta belle famille dit par exemple « Waouh, cette femme est tellement arrangeante » ou encore tes amis te disent « Avec lui, avec elle, il n'y a aucune prise de tête » et ton partenaire au début se dit « Je suis enfin tombé sur quelqu'un de simple et ça fait du bien après tout ce que j'ai vécu précédemment. » Et il y a de tout ceci une forme de fierté discrète. Moi, je suis simple à vivre. Avec moi, c'est facile. Cette discrétion, encore une fois, que tu sois un homme ou une femme, cette gentillesse, ça devient ton identité. Tu es une personne qui est arrangeante. Et tu remarqueras le premier paradoxe de cette vidéo, si tu es si bien que ça, si ça se passe de manière si simple, si tout le monde t'adore, pourquoi est-ce qu'en coaching, depuis plus de 20 ans, j'ai toujours ces personnes-là qui m'appellent? Ces personnes-là qui ont des couples qui sont compliqués, ces personnes-là qui se font quitter, ces personnes-là qui tombent sur des manipulateurs. Et quand je dis que j'en vois beaucoup en consultation, et je dirais même que la majorité d'entre eux ont ce profil-là. Donc on commence à comprendre que ce trait de caractère est applaudi d'un point de vue social, tout le monde autour de toi t'adore pour ça, mais aussi c'est ce qui fait qu'on a des relations qui vont échouer, c'est aussi qu'on se sent seul dans notre couple, et aussi qu'on s'est manipulé par la suite. Et quand on se fait quitter à la fin, tu as peut-être déjà entendu cette phrase, c'est « je ne sais pas qui tu es ». Nous allons voir 3 choses aujourd'hui. Pourquoi est-ce que être facile à vivre, ce n'est pas un trait de caractère, mais c'est une stratégie de survie. Ça, c'est la toute première chose. Deuxième chose qu'on va voir, c'est les 5 mécanismes qui vont tout le temps avec ce type de profil, qui sont même documentés massivement par la recherche. Et en troisième partie, on verra ce qu'il faut changer. Et je te donne un indice, ce n'est pas de plus s'affirmer, ni non plus de devenir plus exigeant. Alors 100% des gens qui ont ce type de caractère, et quand je dis vous, je me place largement dedans, c'est pour ça que je suis aussi à l'aise avec ce sujet, je pense que ça résume 99% de ma vie, et c'est dernièrement que j'ai réussi à changer, donc c'est sans aucune culpabilisation, je ne montre personne du doigt, parlons
de nous-mêmes, c'est probablement des messages qui ont été répétés depuis très tôt dans ta vie. Ne sois pas difficile, si jamais tu montres trop ceci, trop cela, tu vas faire fuir les hommes, tu feras fuir les femmes, sois reconnaissante, ou encore si tu es un petit garçon et que tu dis quelque chose, les garçons ne pleurent pas, t'as pas le droit d'être triste. Quand tu tombes en vélo, tu te relèves, tu ne dis rien. Et la règle qui s'installe depuis l'enfance, dite des milliers de fois. C'est-à-dire qu'il y aura des milliers de micro-corrections qu'on va te dire de faire. Change ceci, prononce moins cela, ne te plains pas. La règle qui va finir par s'installer, c'est si jamais je demande moins, si jamais j'exprime moins, si jamais je cache mes envies, si jamais je fais comme les autres veulent, alors les gens m'aimeront. Et si on réfléchit bien, finalement, c'est juste une équation enfantine. Quand tu étais tout petit, peut-être même que tu t'en rappelles même plus, c'est un enfant qui a compris que ses besoins dérangeaient. Sois moins, exprime moins, demande moins. Tu es un enfant, alors tu dois suivre. Tu dois faire comme les grands te disent. Tu ne dois jamais exprimer quoi que ce soit. Et l'enfant a trouvé une solution géniale, c'est faire disparaître toutes ses envies, tous ses besoins. Et la chose qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est que cette équation, elle est fausse. Elle est fausse dans deux sens. La toute première, c'est que moins demander, si je m'efface, je ne serai pas plus aimé, même bien au contraire, en réalité. Et aussi, c'est que j'ai beau effacer mes besoins, ils existent toujours. Si jamais tu as déjà été à Val Thorens en voiture ou dans n'importe quelle station de ski, tu as dû passer à un moment donné par du verglas. Tu étais en voiture, tu avançais et tout d'un coup, malheureusement, la voiture part dans la mauvaise direction. La voiture part vers le fossé, vers le mur, vers le talus. Et ton réflexe initial, quand tu es face à ça, c'est d'aller dans l'autre sens. Ma voiture glisse, je vais vers le talus. Qu'est-ce que je fais bien évidemment? Je braque dans l'autre sens pour ne pas aller dans le mur. Et malheureusement, patatras, en faisant ça, la voiture part complètement et encore plus dans le mur. Donc ton réflexe instinctif, qui est, je dirais même intelligent, si je vais dans le mur sur une route saine, stable, sans glace, je devrais aller à gauche pour ne pas aller dedans. Sauf que lorsqu'il y a de la glace, c'est l'inverse, il faut accompagner le mouvement pour ensuite pouvoir s'en dégager. On va appliquer ça à nos relations amoureuses et je me permettrai de garder cette image tout le long parce que ça représente exactement ce qui se passe. Il y a une glissade dans le couple, on n'est plus du tout à Val Thorens. Il y a une glissade qui arrive juste là. La correction, c'est la chose que tu vas faire, c'est le comportement que tu auras pour ne pas que ça arrive. C'est un réflexe naturel, c'est un réflexe qui a été créé pendant l'enfance, qui est extrêmement ancré en toi. Par exemple, ton partenaire te dit quelque chose et pense différemment de toi, tu vas accepter, tu vas t'effacer. Tu viens faire une correction sur ton comportement. La correction en voiture, c'est d'aller dans l'autre sens. La correction dans le couple, par exemple, c'est de ne rien dire, c'est de s'effacer. Et je parle de correction aujourd'hui. Dans la suite des slides, on pourra aussi parler de compensation ou de surcompensation. Je vais venir massivement corriger mon comportement, je vais me taire, je vais rien dire, je vais suivre, je vais accepter, je vais prendre sur moi pour ne pas finir dans le fossé. Malheureusement, j'y vais quand même, peut-être pas dans ce fossé-là, mais dans le fossé qui est juste en face. Je t'en reparle dans un instant. Alors, il existe deux façons d'être facile à vivre. On peut soit être dans l'évitement, soit dans l'anxiété. Mais en réalité, c'est deux stratégies qui sont causées exactement par la même chose dans l'enfance et qui vont nous mener au même endroit. Si ce n'est que ça se traduit différent. Je te parlais d'un coup de volant pour éviter le mur tout à l'heure, je te parlais de correction, je te parlais de compensation ou de surcompensation. Et l'anxiété et l'évitement en sont deux. C'est deux solutions que l'enfant a trouvées pour éviter de trop montrer ses besoins. Et c'est ce qui va créer les personnalités évitantes et personnalités anxieuses. Je te donne deux exemples pour que tu comprennes bien. Face au même comportement des parents, un enfant peut arriver dans l'anxiété de l'abandon. J'ai peur qu'on m'abandonne, donc je vais en faire toujours plus, être toujours plus gentil, m'effacer encore plus, aller toujours dans le sens de l'autre pour ne pas être abandonné. Ça, c'est l'anxiété. Je veux me rapprocher de toi, je serai prêt à tout te donner pour que tu ne me quittes pas. Et l'évitement, c'est je coupe totalement mes besoins. Je n'aurai plus aucun besoin pour ne pas souffrir. Mais finalement, dans ces coups de volant qui sont différents, mais qui viennent d'une même cause et qui vont produire le même effet derrière, on a exactement le même type de comportement. Dans la version anxieuse, il y a des besoins qui sont gigantesques. On va donner toujours plus à l'autre.
Et en même temps, on va s'étouffer soi-même dans nos propres besoins. On ne dira pas nos propres besoins. C'est tiens, prends tout, je te donne tout, tout ça est à toi. Mon amour, mon argent, mon temps, ma patience. Mais ça, je te donne tout et je disparais. Et dans l'autre cas, la version évitante, c'est je coupe totalement mes besoins, je disparais totalement. Alors quand tu fais un quiz, que ce soit chez un psychologue ou en ligne, on va tester les deux axes. L'anxiété d'abandon d'une part, qui sera mesurée comme ça, et on va aussi mesurer l'évitement de l'intimité, et celui qui l'emporte, alors tu verras qu'il y a des petites mesures sur chacun, celui qui est le plus gros des deux montre ton style principal. Si jamais les deux sont faibles, tu seras attachement sécure. Si jamais l'évitement est plus grand, tu seras style d'attachement évitant. Et si jamais les deux sont hauts, dans ce cas-là, on dirait que tu es désorganisé parce que tu peux passer de l'un à l'autre. Tu peux être à la fois dans l'anxiété de l'abandon et à la fois dans l'évitement de l'intimité. Et c'est là que ça devient super intéressant. Alors, donc on a vu qu'on mesurait d'une part ton taux d'abandon, d'autre part ton taux d'intimité pour savoir à peu près où est-ce que tu es là-dedans. Si jamais tu as les deux, tu serais à peu près ici. Mais finalement, ça reste toujours le même visage. Ça reste toujours la même cause d'enfance qui a juste créé un coup de volant qui est un petit peu différent. Donc comprends bien que être facile à vivre, ce n'est pas ta personnalité, ce n'est pas quelque chose qui te définit comme un genre de qualité sur Terre. Oui, mais moi, mon style de caractère, c'est facile à vivre. Non, c'est plus probablement ton coup de volant et encore plus probablement une stratégie de survie face à une situation d'enfance qui se répète ou qui se prolonge à l'état adulte. Alors en introduction, je vous ai dit qu'il y aurait 5 comportements qui sont extrêmement typiques du fait d'être facile à vivre. Et je vous propose qu'on voit les 5. Sachez que chacun d'entre eux est extrêmement bien documenté. On va commencer par le premier, qui est le silence de soi. On va commencer par parler de Dana Crowley-Jack, qui est psychologue et qui a passé des années à écouter des femmes qui étaient cliniquement déprimées. Et elle a écouté ce que toutes ces femmes racontaient sur leur couple. Je prends les femmes dans cet exemple-là, j'aurais pu prendre les hommes aussi dans d'autres exemples. Mais même si on observe ce type de comportement chez les hommes et chez les femmes, on remarquera qu'il y a une petite prédominance des femmes là-dedans, même si je dois vous avouer quelque chose, c'est qu'en 2026, j'ai tendance à penser que hommes et femmes sont arrivés quasiment au même niveau dans ce type de comportement. Alors même si c'est pas documenté, ma théorie personnelle dessus, je pense qu'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans de ça, on poussait plus l'homme à être fort à l'extérieur, à s'exprimer, à montrer ce qu'il valait dehors. Là où le rôle de la femme était plus cantonné à l'intérieur, à la maison, à s'occuper des enfants et à se taire. Donc c'est vrai que beaucoup des études parlent des femmes. À mon sens, la société a beaucoup évolué là-dedans. Aujourd'hui, hommes et femmes travaillent à l'extérieur. Et c'est pour ça que moi, par exemple, en séance, j'ai tout autant d'hommes que de femmes qui me parlent de ça. De exactement ceci. Donc les études sont un peu plus féminines, mais je pense que c'est pour des raisons historiques, en réalité. Donc revenons à Dana, qui a étudié ces femmes pendant de nombreuses années. Elle a une formule que je trouve incroyable. Elle parle de l'activité requise pour être passive. Accrochez-vous bien, on va la relire celle-là. L'activité requise pour être passive. En gros, ce qu'elle explique, c'est que être facile à vivre, ce n'est pas un état de calme. On pourrait se dire, tiens, une femme facile à vivre, c'est un peu comme un Bouddha sous un arbre en train de méditer pendant 12 heures par jour, qui ne dirait rien parce qu'elle est extrêmement zen à l'intérieur. En réalité, ce qu'elle dit, c'est que c'est un travail à plein temps. Il faut mettre en place beaucoup de travail. Elle parle d'activité, une grosse activité pour être passive. Par exemple, il faut scanner l'humeur de son mari, dans cette étude féminine encore une fois. Il faut anticiper qu'est-ce que mon mari veut ou ne veut pas. Il va falloir reformuler, c'est-à-dire que lorsque je veux lui dire quelque chose, je vais devoir formuler ma phrase pour ne pas que mon mari se fâche. Je vais devoir transformer cet SMS différemment, mettre une virgule par-ci, mettre un s'il te plaît par-là, pour ne pas créer de problème, pour être transparente. On me fait une remarque, je vais devoir l'avaler celle-ci. On se moque de moi, je vais devoir absolument rien dire. Et je vais devoir faire en plus un petit sourire. Et donc, elle parle d'un travail qui est épuisant, qui est invisible,
Et elle dit aussi que personne ne vous remercie jamais pour ce type de travail. Et encore une fois, je veux pas que les hommes se sentent exclus de tout ceci. Pour l'avoir vécu en tant qu'homme, je peux vous dire que dans mon cas, pendant toute une vie, j'ai 50 ans, je pense que pendant 47 ans, 48 ans de ma vie, j'étais exactement là-dedans. Et c'est intéressant parce qu'on commence à parler d'efforts et aussi en filigrane de dépression. Parce que pendant que tu fais toute cette activité pour être passif, et ben à l'intérieur, tu peux avoir de la déception, mais la déception non plus, t'as pas le droit de la montrer. Tu peux aussi avoir une forme de solitude, mais cette solitude non plus, t'as pas le droit de la parler. Tu peux aussi avoir de la colère, mais elle n'a pas le droit d'exister. Qu'est-ce qui se passe quand toutes ces émotions sont mises dans ton ventre, dans ton corps là, et qu'on met une chape de plomb dessus, parce que je dois être invisible, au bout d'un moment, il va se passer des problèmes. C'est-à-dire que ça va soit exploser vers l'intérieur, soit ça va imploser. C'est-à-dire en gros, une bonne grosse dépression. Et donc on se retrouve aujourd'hui, on a de la chance, j'ai envie de vous dire, sur 30 ans d'études à ce sujet. Et on découvre la chose suivante dans une méta-analyse sur plus de 10 000 personnes, ce qui est gigantesque. Une étude en général, c'est sur... Allez, si en psychologie, si on en a 1000, c'est de la chance. Généralement, quand on cite des chiffres, c'est sur quelques centaines, grand maximum. Là, on a une étude sur plus de 10 000 personnes qui montre la chose suivante, qui est très claire à l'écran. Se taire, le lien entre se taire, ce qu'il appelle le self-silencing, et la dépression est gigantesque. À l'inverse, quelqu'un qui demanderait trop, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait une forme d'assurance en lui excessive, le lien entre trop demander et dépression est bien plus bas. Donc ça signifie que lorsqu'on se tait, eh ben, on a de plus fortes chances de passer en dépression, qu'on soit un homme ou une femme de manière égale. C'est ce qui a surpris les psychologues qui pensaient qu'il y aurait une explication à la dépression féminine avec ça. En fait, non, c'est unigenre. Et la dernière différence, qui est peut-être le point qui est encore plus important de toute cette étude, c'est que chez les hommes, se taire n'est pas forcément bien vu dans l'imaginaire collectif. On pense au bonhomme, tu sais, qui s'impose un peu, qui tape du poing sur la table, etc. Donc s'il se tait, ben, c'est plutôt critiqué. Peut-être même qu'on va l'encourager à donner ses envies et ses besoins, peut-être. Alors que chez la femme, ce silence est applaudi. C'est-à-dire que socialement, plus tu t'effaces, plus tu disparais, plus tu mets tes besoins de côté, plus toute la société te dit bravo, tu es une femme parfaite. Passons maintenant au deuxième point, la deuxième particularité de ce genre de profil, c'est le tableau de bord éteint. Et ça va notamment t'expliquer pourquoi est-ce qu'on pourrait penser que taire ses besoins, dire tout le temps oui, suivre, c'est plutôt une bonne chose, alors qu'en fait, ça vient bousiller ton couple. Et j'aimerais juste faire un tout petit aparté là-dessus. Il y a de fortes chances que si je te dise « Est-ce que tu sais t'affirmer ?» ou « Est-ce que tu sais dire tes besoins ?» tu me dises oui. Encore une fois, je pense que moi, pendant 47 ou 48 ans, quand on m'a dit « Antoine, affirme-toi plus », j'ai dit « Oh, c'est bon, hein, je sais m'affirmer, je sais dire les choses. » La réalité, c'est que non, je ne savais pas dire les choses. Non, je ne savais pas m'affirmer. Mais au fond de moi, j'étais incapable de me voir comme cette personne qui ne pouvait pas s'affirmer. Pour mon ego, il était important que je me voie comme quelqu'un tout à fait équilibré, tout à fait normal. Et j'avais même mis dessus une autre étiquette qui était celle de la gentillesse et de la bienveillance. Je disais, moi, je suis bienveillant. Mais une étiquette a toujours deux faces. Est-ce que je suis bienveillant ou si je la retourne pas, est-ce que je suis pas juste dépendant affectif? Est-ce que je suis patient ou est-ce que je n'ai pas juste éteint tous mes besoins et toutes mes envies? Imagine que demain, tu dois traverser la France en conduisant une voiture. Mais sur cette voiture, il y a une partie des cadrans à gauche qui marche et la partie droite, elle est cassée. T'as emprunté la caisse à ton beau-frère et t'as dit « Ouais, elle marche presque, mais fais gaffe, il y a des indicateurs qui marchent pas. » Il manque 2 ou 3 voyants, il y a des trucs qui marchent pas trop, ça clignote ou ça clignote même pas du tout, ça s'allume pas. Est-ce que tu serais rassuré à l'idée de traverser toute la France dans cette voiture? Probablement pas, parce que tu n'as pas l'information. Et quand tu conduis une voiture, tu as besoin d'avoir l'information. Ben, typiquement, une personne qui est très facile à vivre va être exactement ce tableau de bord. Tu seras cette voiture. Par exemple, quand on te dit « est-ce que ça va ?» et que tu réponds toujours « oui, ça va », eh ben, on ne peut pas savoir quel est ton état interne. Quand on te dit « qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» et que tu réponds comme tu veux, eh ben, on ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on te dit « est-ce que tu veux aller voir ce film au cinéma ?» et que tu dis « oui » alors que tu n'as pas envie, que tu te forces gentiment, que tu arrives dans le cinéma, que tu n'as même pas envie de voir ce film, non seulement tu passes pas une bonne soirée, l'autre ne sait pas ce que tu aimes comme type de film,
Et en plus, l'autre le sent que t'es pas heureux dans cette salle de cinéma. Je prends le cinéma, mais tu pourrais prendre plein d'autres exemples. Et c'est le retournement le plus important de cette section. Quand on se tait, ce qu'on croit envoyer à l'autre, c'est je vais taire mes besoins, ils ne sont pas importants, je ne vais pas t'encombrer avec ce que je pense, ce que j'aime ou ce que j'aime pas, je te fais confiance. Sauf que l'autre en face peut tout à fait comprendre autre chose. Par exemple, le fait que tu ne saches pas ou que tu ne veuilles pas lui confier ce que tu aimes vraiment. Un partenaire qui est sain, qui est sécure, il veut ce tableau de bord. Il veut savoir avec qui il sort. Il veut savoir avec qui il est en couple aujourd'hui. Si jamais le seul message que tu envoies, c'est tout va bien, on fait comme tu veux, bah, qu'est-ce qu'il se dit? Peut-être que je passe à côté de cette personne. Peut-être que il me cache quelque chose. Peut-être que finalement, je pense que cette personne est comme ceci, alors qu'elle est comme cela. Mais la réalité, c'est qu'en fait, en ne disant pas ce que tu veux, l'autre ne te connaît pas. Et peut-être même que le calme apparent que tu envoies le rend anxieux. C'est-à-dire qu'en gros, il sait que tu ne t'affirmes pas. Il sait que tu mens par endroits pour lui faire plaisir. Et un jour, éventuellement, tu finis par exploser. Tu dis par exemple, ben voilà, j'en ai marre, on fait jamais comme je veux. Et lui, il découvre que pendant 6 mois, tu n'as absolument rien dit, alors que tu voulais d'autres choses. C'est-à-dire qu'il paye la dette d'un coup. Tiens, en fait, voici ce que tu me dois. Pendant 6 mois, j'ai fait exactement tout ce que tu voulais. Oui, sauf que lui n'avait rien demandé là-dedans. Alors si tu comprends ce tableau de bord auquel il manque bien évidemment des indicateurs, tu peux te poser la question de qui est-ce que ça va attirer là-dedans, dans cette espèce de filtre, dans cet entonnoir? Qui va rester là-dedans? Est-ce que ce sont les personnes saines ou pas? Pensons-y quelques instants. Une personne qui est saine, si tu es une femme, pense à un homme sain, ou si tu es un homme, pense à une femme saine. Si jamais il t'aime vraiment, qu'il est sain, il veut savoir ce que tu penses, ce que tu veux. Quand il te demande des comment ça va, qu'est-ce que tu veux faire, il veut une vraie réponse en fait. Mais si jamais tu lui donnes rien, si jamais tu dis toujours comme tu veux, ça me dérange pas, je vais m'adapter, finalement en fait il navigue dans le noir et il risque de finir par partir. Il finit par ne pas comprendre qui tu es réellement et ne pas aimer ça. Un couple, c'est une construction à deux. C'est pas l'un des deux qui dit toujours ce qu'il veut faire et l'autre qui suit. Donc au bout d'un moment, il va se fatiguer, il va se lasser, il aura l'impression d'une forme de monologue. Mais qui est-ce qui va rester là-dedans? Qui ça arrange quand tu es silencieux, quand tu ne dis rien, quand tu ne t'affirmes jamais? Tu sais au fond de toi, c'est les personnes qui sont perverses narcissiques, les personnes toxiques, les manipulateurs, les gens qui n'en ont rien à faire de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Eux, ils vont rester. Parce que tu es bien pratique, parce que tu dis rien, parce que tu acceptes tout, parce que tu la fermes, parce que tu donnes pas tes besoins. Ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent dans la relation. Ce qui fait que le partenaire sain s'épuise, le partenaire toxique, lui, il va rester. Il a accès à tout et ça lui fait du bien. Et tu finis par être celui ou celle qui s'adapte à un petit roi, une petite reine qui va te faire exactement ce qu'il souhaite sur Terre. On est donc sur un comportement qui vient créer l'inverse de ce qu'on aimerait qu'il crée. On se dit, en étant gentil, je vais tout arranger dans mon couple, mais ce qui se passe, c'est qu'en étant gentil, en s'effaçant, on est en train de créer pile l'inverse. On fait fuir les personnes saines, on fait rester les personnes toxiques. Dans un autre domaine, ça me rappelle ces femmes qui me disent, je me suis tellement fait avoir en amour que je vais mettre des barrières, je vais être difficile à obtenir. Je vais faire galérer les mecs sur les sites de rencontres, je vais faire patienter pendant 3 mois, je vais mettre plein de tests, je vais dire non, et je vais attendre que quelqu'un passe tous ces tests un peu comme si j'étais la princesse dans un château, avec des grosses murailles, et grâce à tous ces tests, seulement l'homme sain le plus motivé arrivera. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que un homme sain, si tu lui fais 300 tests, si tu le fais galérer pendant 1 mois ou 2, il va pas rester. Parce qu'il est sain, en fait. Il va se dire, quand elle dit non, c'est qu'elle dit vraiment non. Qui est-ce qui va rester quand tu mets ces grosses murailles, ces grosses barrières? Les relous, les cassos, les manipulateurs, ceux qui auront plaisir à venir déjouer tous tes pièges pour arriver jusqu'à toi. Donc, c'est un autre exemple, dans un autre domaine, mais le fait de mettre des grosses barrières va attirer aussi les pires. Ce qui signifie que le partenaire sain, il va arriver là-dedans, il t'aimera, il trouvera ça chouette, génial, que tu sois si facile à vivre pendant quelques semaines, peut-être même pendant quelques mois. Ensuite, il va redoubler d'efforts, il posera plus de questions pour savoir qui tu es, ce que tu veux, il va même tenter de deviner.
Et du coup, bah, il se sent inutile, il commence à faire moins d'efforts, il commence à désespérer. Et troisième étape, c'est qu'il se retire, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'une personne saine veut savoir qui tu es. Et tu peux avoir cette phrase de départ qui est atroce, qui est je te quitte parce que je ne sais pas qui tu es. Et des fois, ces personnes partent même sans dire ça. Ils n'ont même pas d'explication. Ils te disent juste je ne sais pas pourquoi, ça marche pas, je ne t'aime pas. Et toi, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que tu as autant mis d'efforts là-dedans pour que ça fonctionne. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, quelqu'un te quitte sans même te dire la réponse? Ou pourquoi est-ce que quelqu'un se désintéresse de toi toujours à la même date? Il y a des gens qui me racontent par exemple, à chaque fois, ils ont des couples qui durent entre 2 et 3 ans et l'autre se désintéresse. Toujours de la même manière. Des profils de femmes ou d'hommes différents qui finissent par partir. Et il y a une étude, je vous mettrai tous les liens de ces études dans la description de cette vidéo, qui montre que les gens détectent quand vous vous retenez. C'est marrant parce qu'on se dit ouais, je vais être gentil, je vais être cool, je vais accepter son cinéma. On voit à ta tête que t'es pas très heureux dans le cinéma. On fait quelque chose pour toi, ça se voit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu acceptes quelque chose à contre-cœur, j'aurais du mal à vous le faire, je suis pas un excellent acteur aujourd'hui, mais si jamais tu me dis Antoine, viens, on va, je sais pas, j'en sais rien, on va faire telle activité, j'aime pas ça. Et admettons que je dise ouais, ok, ouais, ça me va. Tu vois ce mouvement des yeux, cette espèce de sentiment un peu comme mon fils faisait dans sa couche quand il était petit, c'est le sentiment de pas à l'aise. Ouais, ça me va, ouais. Donc quand tu ne dis pas, l'autre le sait, c'est ça le résultat de cette étude. Deuxième chose, il te met une étiquette comme inauthentique. C'est-à-dire que non seulement il voit à chaque fois que tu te forces, même légèrement, et tous les humains ont ça. C'est ce qui ressort de cette étude. Tous les humains savent quand tu te retiens de dire quelque chose ou quand tu dis oui alors que tu as envie de dire non. La deuxième chose qui sort de cette étude, c'est que tu es vu comme étant inauthentique. Ouais, toi, tu te dis généreux, c'est perçu comme faux. Tu te dis gentil, c'est perçu comme étant faux. Tu te dis patient, c'est perçu comme étant faux. Et le résultat numéro 3 de cette étude, c'est que la satisfaction du couple baisse. Et on l'a vu déjà très souvent sur cette chaîne-là, à chaque fois qu'il y a baisse de satisfaction dans un couple, il y a rupture tôt ou tard. La courbe descend et au bout d'un moment, bien évidemment, il y a rupture. Et ça ne se passe pas en un soir, ça va se passer sur quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années. Mais ça descend. Et toi, tu te dis, j'ai été bon, j'ai été chouette, j'ai tout fait pour que l'autre reste avec moi. Malheureusement, non seulement il l'a vu, même inconsciemment, il te juge comme non authentique, ça diminue la qualité du couple et ça finit par une séparation. Donc le titre de cette vidéo, c'est pas un putaclic pour vous attirer dessus, c'est que ça a été largement documenté. Le troisième type de comportement qu'il va y avoir, qui a aussi été énormément documenté, c'est le don compulsif. Alors là, on passe encore une étape dans laquelle je me mets dedans aussi, hein. J'accuse personne, j'ai été là-dedans massivement, j'ai encore des restes, je pense aujourd'hui. C'est-à-dire que t'effacer n'est pas suffisant, dire oui à tout n'est pas non plus suffisant, en plus, tu vas donner et encore, et encore, et encore. Dans l'étude de Fritz et Egelson, il y a deux notions, celle de communion et celle de communion non mitigée. Dans la partie communion, qui serait saine pour le couple, c'est je vais prendre soin de mon couple et je vais aussi me préserver. Par exemple, prends un exemple tout bête, c'est l'été, tu fais une salade pour le repas, tu te sers et tu sers l'autre. C'est-à-dire que non seulement tu as fait pour l'autre, mais tu as aussi fait pour toi. Ce qui s'applique à la salade, s'applique à toute ta vie dans le couple. On est dans du bien-être et du soutien réciproque. Et le don est un choix. Maintenant, il introduit la notion de communion non mitigée. C'est je prends soin de toi à ta place. Je te donne pour exister. Je te donne inconsciemment, ou de manière même non acceptée, c'est-à-dire je n'arrive même pas à le voir, ni même à le conscientiser. Je te donne inconsciemment pour recevoir un retour, de l'affection, un compliment, pour que tu ne me quittes pas. Et ça, c'est associé à de la détresse. Donc, comprends bien qu'au quotidien, une même chose, je parle de salade parce que je veux des exemples qui soient vraiment concrets, mais considère bien qu'à un moment donné, il ne faut pas soit tout donner, soit rien donner. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Je te dis juste qu'il y a, dans chaque chose que tu donnes, on devrait pouvoir se poser cette question. Est-ce que je donne par choix, parce que c'est une bonne chose, parce qu'on donne quasiment de manière égale dans ce couple-là, et c'est bien,
Ou est-ce que je donne de manière compulsive, de manière maladive à l'autre, parce que je pense que plus je donne et moins je serai quitté. Parce que c'est devenu mon style de vie. Peut-être même on parlait des deux étiquettes tout à l'heure, un même comportement qui part en étiquette qui a deux faces. Est-ce que j'appelle ça de la générosité? Alors qu'en fait, c'est juste de la peur de l'abandon. Pose-toi aussi cette question qui est très bonne. Est-ce que même lorsque je suis épuisé, j'ai mis eux, mais c'est pour tout le monde, est-ce que même quand je suis épuisé, j'aide toujours? Est-ce que c'est toujours toi qu'on appelle pour les déménagements? Est-ce que c'est toujours à toi qu'on demandait d'aller chercher des choses dans la maison, de rendre des services, de transporter en voiture, de payer, d'être patient? Est-ce que c'est toujours toi, même quand tu es fatigué, qui aide toujours? Et est-ce que les besoins des autres passent avant les tiens? Dans cette étude, il y a un détail que j'ai trouvé extrêmement intéressant et qui est extrêmement révélateur. Accrochez-vous bien. Celui-ci, il est tellement puissant. Tu te dis peut-être dans ta tête, je donne à l'autre parce que c'est normal, parce qu'une bonne femme doit donner, parce qu'un bon homme doit donner à l'autre, et parce que c'est normal, c'est mon rôle, patati patata. Je dois le faire, je suis créé comme ça, ma mère était pareille, mon père aussi, etc. Maintenant, pose-toi la question suivante. Est-ce que lorsque quelqu'un d'autre va venir aider ton partenaire, est-ce que tu ressens de la détresse ou pas? Et c'est ça que l'étude cite mot à mot. Ces personnes ressentent de la détresse quand leur proche reçoit de l'aide de quelqu'un d'autre. Prends 10 secondes avec cette phrase. Si c'était juste de l'altruisme pur, alors donner à l'autre serait bien et qu'on le donne serait bien également. Si maintenant c'est une stratégie de survie et que le don est juste là pour éviter une forme d'abandon, que c'est pour être aimé, dans ce cas-là, on est sur le problème de cette vidéo. Et pour ce type de personnes dont j'ai fait partie, encore une fois, le problème, c'est que si je ne donne pas, je disparais. Si je ne paye pas, si je ne suis pas toujours présent, si je ne réponds pas dans les 3 secondes à un SMS, si je ne suis pas celui qu'on va appeler pour faire... alors je disparais. Alors je ne serai plus aimable. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 2 échelles. On a vu qu'il y avait la partie anxieuse et la partie évitante. Là, on a beaucoup parlé de la partie anxieuse, celle qui donne, celle qui a besoin de l'autre, etc. Mais il y a l'autre visage. Bien évidemment, il y a celle de l'évitement, bien sûr. C'est celle qui vient couper ses besoins, couper ses émotions, couper sa relation avec l'autre. Un enfant qui appelait ses parents, appelait, je veux dire, dans le sens de demander des services, montrer ses besoins. Lorsqu'un enfant n'a jamais reçu de réponse à ses appels, à ses parents, à ses besoins, il a appris à se taire. Et il a même appris à ne plus entendre ses propres appels internes. Bowlby, qui est le créateur des systèmes d'attachement, dont on a parlé tout à l'heure, appelle ça l'autosuffisance compulsive. C'est-à-dire, en gros, je n'ai besoin de personne. Je porte une armure. Et socialement, ce type de profil est adoré également. Génial. Un homme, une femme indépendante, pas de prise de tête, solide, aucun souci, facile à vivre. Sauf qu'il y a un défaut. Et voici comment ça s'est passé dans l'enfance. L'enfant a vu une menace. La menace, ça peut être quelque chose qui se passe autour de lui, ça peut être aussi simplement un besoin. J'ai besoin de manger, j'ai besoin qu'on change ma couche. Y a-t-il une figure d'attachement qui est disponible, père ou mère? Si oui, alors sécurité et apaisement. Sinon, les parents ne sont pas là ou ne répondent pas, alors il va insister, il va pleurer plus fort, il va monter le volume. Si jamais ça ne marche toujours pas, il va tout couper. Et là, tu as exactement la création d'une personne qui est dite évitante. Très sympa, très gentil. Les gens que j'ai en coaching qui ont des ruptures avec ces gens-là sont dévastés. Ils ne comprennent pas. Super adorable, ça se passe tellement facilement. Le début de la relation pendant quelques mois, peut-être même pendant quelques années, se passe bien. Et tout d'un coup, on s'approche un peu trop. Il y a trop besoin d'eux. Ils commencent à tomber amoureux et ils lâchent tout. Il y a un projet, on doit s'engager, on doit se marier, on doit avoir un enfant, on doit se présenter à nos parents. C'est la catastrophe. Ce sont des enfants qui ont appris que s'attacher, le modèle d'attachement, n'était pas fiable. Même lorsqu'ils ont insisté étant bébés, ces gens ne sont pas venus pour eux. Pourquoi est-ce qu'ils iraient s'attacher à nouveau à quelqu'un? C'est même dangereux pour eux. Quand je m'attache comme avec ma mère, comme avec mon père, alors on peut me trahir. On peut ne pas répondre à mes besoins. On peut me faire souffrir. Et donc, ils désactivent complètement, au bout d'un moment, leurs émotions. Une étude de 2004 sur les évitants montre la chose suivante. Ils prennent des évitants et ils leur font se rappeler d'une rupture douloureuse, d'un moment très compliqué dans leur vie. Et ils remarquent que
En conditions normales, dans les conditions A, il y a A et B, dans les conditions normales, ça se passe bien. Ils arrivent à digérer la chose, ils s'en rappellent mais ils souffrent pas trop, ils arrivent à gérer leurs conditions psychologiques. Et ils refont le même test à une seule différence près. En même temps qu'ils leur rappellent des choses très compliquées, d'une rupture ou d'un épisode difficile de leur vie, ils leur rajoutent un tout petit peu de charge mentale. Par exemple, de mémoriser des nombres avec 5 ou 10 chiffres. Et ils ont remarqué qu'une simple petite charge mentale, qui serait par exemple celle qu'on pourrait avoir après une journée difficile, faisait que les évitants s'écroulaient complètement. Et ce que tu as vécu, si tu as déjà été en couple avec un évitant, c'est que majoritairement, ils gèrent leur vie, leur passé, de manière normale, sans aucun problème. Et puis un jour, il y a un peu trop de travail au boulot. Il y a un machin en plus qui se passe dans votre quotidien, et là, ça craque total. Dernier mécanisme numéro 5, c'est lorsque le barrage craque pour ces gens qui sont trop gentils, trop faciles à vivre. Et on va commencer par l'expérience de l'ours blanc. La stratégie du silence ne peut pas durer dans la durée. Ça marchera pas. Et en 87, il y a une étude qui a été créée par Wegener qui était la suivante. On disait à des gens, ne pense pas à un ours blanc. Ne pense pas à un ours blanc. Ne pense pas à un ours blanc. Pendant qu'on dit ne pense pas à un ours blanc, il se concentre, il se concentre, il se concentre. Et dès qu'on arrête de dire ne pense pas à un ours blanc, les gens y pensaient massivement. Et c'est exactement ce qui se passe chez les gens qui sont faciles à vivre. Par exemple, tu vas te dire, je ne dois pas penser à mes besoins, je ne dois pas penser à m'affirmer, je ne dois pas dire ce que j'aime, je ne dois pas faire de vagues, je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas. Je ne dois pas y penser. Plus tu te dis ça, plus tu y penses. Et bien évidemment, au bout d'un moment, ça finira par sortir, de manière gigantesque. Et on arrive dans le schéma classique des anxieux, mais aussi des évitants et de tous ceux qui sont très faciles à vivre. Je me tais parce que j'ai peur d'être trop loquace, d'être pénible, de trop en demander, qu'on ne m'aime plus. La relation se vide parce que l'autre en face n'aime pas ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Tu finis par craquer, par demander de manière massive. Tu t'es retenu pendant des semaines ou des mois. Tout d'un coup, quand ça sort, tes demandes, c'est gigantesque. Bien évidemment, ça crée une pression gigantesque dans le couple. Il peut y avoir un rejet, une dispute, du conflit. Tu te dis donc, je m'en veux, je n'aurais jamais dû dire ce que je voulais sur Terre. Tu confirmes, à chaque fois que je prononce mes besoins, ça fait fuir l'autre et donc je dois me taire à nouveau. Et on re-rentre dans le cycle. J'aimerais qu'on fasse ensemble le point quelques instants. On a vu qu'il y avait 5 mécanismes très bien documentés, une trentaine d'études sur le sujet gigantesques qui montrent ce qu'il se passe. Et il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que à chaque fois que l'un de ces mécanismes arrive, c'est ton instinct de correction qui vient s'aggraver un petit peu plus. Tu te rappelles cette correction de la voiture sur la glace? Tu mets un coup à gauche pour en sortir et ça vient aggraver, la voiture tourne en rond et tombe dans le fossé. À chaque fois que l'un de ces 5 actes qu'on vient de voir apparaît, alors ça vient aggraver un peu plus la chose et ça vient te rendre un peu plus mutique, un peu plus silencieux, un peu plus à effacer tes besoins. Et si tu le souhaites, tu peux aller sur psychologue.fr, le site que j'ai cofondé. Le lien est juste en dessous pour parler de ta situation spécifique. Peut-être que dans ton couple, c'est compliqué aujourd'hui, peut-être que l'autre ne te comprend pas. Et très probablement que tu ne sais même pas identifier ces schémas-là, ces concepts. Si tu savais les voir, tu les aurais pas en réalité. On a tous un angle mort, et peut-être que dans cet angle mort, il y a ces 5 comportements qu'on a vus précédemment, ou l'un des 5. Alors que fait le pilote qui ne veut pas finir dans le fossé à Val Thorens ou à Méribel? Il ne fait pas un grand coup de volant, il va faire ce qui s'appelle des micro-corrections. Il sent qu'il glisse un peu trop dans le sens du fossé, il va juste bouger un tout petit peu. En gros, ce qui peut te sortir de tout ça, ce n'est pas de te transformer en un bourreau du jour au lendemain, c'est plutôt de faire des micro-corrections. Je ne veux pas être quelqu'un qui s'affirme dès aujourd'hui en tapant sur la table. Moi, ce que j'aime, c'est les sushis, aller voir les films romantiques au cinéma et c'est tout, il n'y aura rien d'autre. Non, je ne te demande pas ça. Je te demande juste de faire des tout petits ajustements de manière à pouvoir garder la voiture dans le bon sens. Par exemple, tu peux dès aujourd'hui essayer de t'entraîner à dire un besoin. Et c'est là que la chose se complique un tout petit peu. C'est que il y a un même silence qui peut vouloir dire plusieurs choses. Par exemple, tu peux dire tout à fait comme tu veux, quand on te pose une question, par un choix qui est authentique.
Est-ce que tu préfères voir tel film ce soir ou tel autre film? Est-ce que tu préfères voir l'Odyssée ou alors la vie de Charles de Gaulle? Si t'aimes bien les deux, tu peux très bien dire un comme tu veux. Ça a même du sens, j'ai envie de te dire. C'est un bien-être authentique et stable. Si maintenant tu dis un comme tu veux par peur ou parce que, j'irai même plus loin que ça, parce qu'on ne t'a jamais appris à t'affirmer. Aujourd'hui, il est peut-être temps de s'affirmer un tout petit peu plus qu'avant. Et bien peut-être qu'entre l'Odyssée et Charles de Gaulle, il y en a un que t'aimes un peu plus. Et tu peux très bien répondre une phrase comme tu veux, mais je préfère tel film ou tel autre film. Si à chaque fois que tu réponds comme tu veux, c'est pour éviter un drame, la rupture ou le rejet, c'est la question à se poser. Pourquoi est-ce que j'ai répondu oui? Pourquoi est-ce que j'ai répondu comme tu veux? Si la réponse c'est pour éviter d'être quitté, dans ce cas-là, il faut le corriger. Chaque micro-interaction où tu t'affirmes un tout petit peu, tu sors de ce problème-là. Tu es en train de faire une micro-correction de ton véhicule. Je te propose un premier outil qui est celui de quantifier ton besoin. J'ai un ami qui me disait, quand ma femme me dit où est-ce que tu veux manger, il répondait, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est de la bouffe. Ce que je veux, c'est manger. Que ce soit tel endroit, tel endroit, tel endroit, j'en ai rien à faire. J'ai des projets bien plus grands que ça. Donc pour lui, le besoin restaurant, c'est un besoin numéro 3 sur 10. Mais pour d'autres, peut-être qu'il y a d'autres besoins qui sont plus grands que ça. Comme par exemple, passer des moments de qualité ensemble. Ça, c'est peut-être un besoin qui est 8 sur 10. Donc si jamais tu t'entraînais à ne plus jamais dire la phrase « comme tu veux » ou « qu'importe » ou « choisis, tout m'ira très bien ». Tu dégages ça de ton vocabulaire et tu apprends à dire. Et quand on te demande « qu'est-ce que tu veux faire ce soir ?» Réponds par exemple « j'aimerais bien qu'on passe du temps ensemble en allant boire un café en terrasse ». Tu peux aussi au passage prévenir ton partenaire. Je suis dans une démarche pour essayer d'affirmer un peu mieux ce que je ressens et mes besoins de manière à ce que notre couple n'explose pas tous les 3 mois. En psychologie, une chose qui est essentielle est aussi d'arriver à nommer ce qu'il se passe. Au moment où tu l'as nommé, tu as déjà fait 90% du travail. Je sais nommer mon réflexe. Là, je suis dans le réflexe mental. C'est ça que tu te dis à l'intérieur. Je suis dans mon réflexe facile à vivre. Ça y est, j'ai recommencé. Eh ben, je l'ai nommé. Tu peux très bien être dedans et le corriger juste demain ou après-demain. Mais déjà, le fait de l'identifier et de le nommer, ça change déjà tout. Qu'est-ce qui se passe au moment où j'échoue? Ton fils te demande quelque chose, t'acceptes. Tu ne dois pas accepter, t'acceptes. Ta fille, ta femme, ton mari, encore une fois, et mince. Et ça y est, je retourne dans mes vieux comportements. C'est pas grave, ça arrive. Sous stress, on a vu tout à l'heure que quand on était un peu stressé, en surcharge, on pouvait vite accepter des choses ou partir en vrille dans notre tête. Et ben c'est pas grave, ça peut arriver. On peut régresser. Et demain, je ferai mieux. Et je vais me réentraîner à affirmer mes besoins. L'outil numéro 4 s'appelle la transparence régulée. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Ça se passe en 3 étapes. Ressenti, déclencheur, besoin. Ton ressenti, c'est interne. C'est ce que tu te penses. Je me sens un peu seul ce soir. Tu vois que ton mec, par exemple, est sur son téléphone. Toi aussi. On est ensemble, mais seul ensemble. Je me sens un peu seul ce soir quand on est tous les deux sur notre téléphone. J'aimerais qu'on passe 20 minutes ensemble sans écran. Je me sens quand j'aimerais. Rien qu'avec cette formulation, tu sais dire les choses et tu peux formuler un besoin facilement. Alors, est-ce qu'on peut vraiment changer ce mode de fonctionnement? Est-ce que c'est possible? Et des études le montrent. Non seulement avec l'âge, on peut perdre cette anxiété d'abandon et aussi cet évitement. Donc déjà, il y a une pente naturelle qui est en train de jouer pour vous. Mais en plus, si jamais tu mets une thérapie de couple dessus, tu vas encore accélérer le fait de te sentir mieux, d'aller plus vite dans cette pente pour faire diminuer ton anxiété ou ton évitement. Alors, si jamais tu vas voir un psychologue, par exemple sur psychologue.fr, tu peux lui décrire ton problème. Ne dis pas « on s'engueule tout le temps dans notre couple », qui est juste la résultante du problème, mais part plutôt de la racine. Par exemple, je fonctionne toujours depuis tout petit en m'effaçant. Ou encore, je dis que ça va, je ne demande rien, je m'adapte à tout le monde. Ça me coûte, c'est beaucoup d'énergie, je me sens seul, je suis épuisé et parfois j'explose. J'aimerais travailler sur ma capacité à identifier ce dont j'ai besoin et à réussir à le dire. Et tu peux même prévenir le psychologue en disant par exemple, je vais avoir tendance à minimiser pendant la séance, donc faites attention à bien me challenger dessus et à me relancer quand je dis quelque chose. Donc voilà, j'espère que vous avez compris cette conférence sur le fait
de s'affirmer parce que sinon vous allez bousiller vos couples et peut-être même qu'en lisant ça, ça vous fait réfléchir à tous vos couples précédents. Et toutes les fois où vous avez pensé que de vous effacer, d'être plus gentil, allez plutôt dans le sens de créer quelque chose de stable en amour, alors qu'en fait, ça a plutôt créé l'inverse. Et cette phrase à supprimer de votre vie, c'est le comme tu veux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la conférence, mettez-moi un petit commentaire en dessous, ça me fera extrêmement plaisir. Vous avez dû comprendre au fil des minutes de cette vidéo que ça commence par une sorte d'attachement avec les enfants. On a moins demandé, c'est ça qu'on a appris pour survivre étant jeune. On est devenu quelqu'un de facile à vivre. Très souvent, la pression monte au fil des jours ou des semaines. On craque et dans ce cas-là, on recommence et on demande moins, etc. Et si jamais j'arrive à réguler mes besoins au fil de l'eau, à faire des tout petits changements de volant pour dire ce que j'aime et ce que je veux, dans ce cas-là, ça se passera mieux. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et déjà, ma chemise est pas repassée, déjà pour commencer. J'avais moins vu sur l'écran de retour, ça c'est une chose. Il y a aussi une notion que je voulais aborder et que j'ai oublié de mettre dedans, donc j'en profite pour vous parler un petit peu plus de ça. C'est ce qui s'appelle l'environnement appris. Pourquoi est-ce qu'il est si compliqué de changer lorsqu'on a dit oui toute sa vie ? Parce que finalement, on pourrait se dire, voilà, c'est tout simple, maintenant je vais apprendre à dire mes besoins et ça marchera très bien. La réalité, c'est qu'on a été éduqué à ça, comme un chien, un animal peut être éduqué à faire quelque chose. Tes parents t'ont peut-être éduqué à toujours dire oui, à mettre tes besoins de côté, à accepter ce que eux disaient. Mais ensuite, tu vas retrouver un partenaire qui fera la même chose. C'est-à-dire que si tes parents étaient comme ça, bien évidemment, tu vas trouver un partenaire qui sera exactement de la même manière. Et là, tu as un souci, c'est que tu essayes enfin de t'affirmer, arrivé à ton âge, tu te dis, c'est bon maintenant, je m'affirme, je vais dire ce que je veux, sauf que le partenaire va dire, non, non mon coco, non, non ma cocotte, on va pas s'affirmer, ça marchera pas comme ça, parce que tu as été casté pour autre chose. Tu as été casté pour mettre tes besoins de côté. Tu as été casté pour dire oui en permanence. Tu as été casté pour que moi, je m'affirme et toi, pas. Et là, c'est compliqué. Je vais vous donner une histoire qui n'a absolument rien à voir, mais qui est similaire. Quand j'ai voulu me lancer à mon compte, en fait, à la base, j'étais salarié. J'étais ingénieur de formation. Et quand j'ai voulu me lancer à mon compte, tout le monde m'a dit, ne fais pas ça, n'y va pas, c'est une erreur. C'était il y a 20-25 ans de ça. Les gens, tout le monde massivement m'a déconseillé de faire ça. Mais qui c'était ? C'était des gens qui étaient salariés. C'était aussi éventuellement mes parents qui eux-mêmes étaient des gens qui étaient salariés. C'est-à-dire que tout mon environnement me décommandait de faire ça, me disait n'y va pas. Comme si tu as une espèce de rail dans ta vie où une ornière était dedans et tu peux pas si facilement en sortir. J'ai dû me battre, j'ai dû dire à tout le monde, je vais faire autrement que ce que 100% des gens me disent pour en sortir et me mettre à mon compte. Et ça a fonctionné, l'histoire est devenue celle que vous savez. Dans le couple, dans la façon de s'affirmer, c'est pareil. Tu es dans un endroit, dans un lieu où 100% de ce qui t'entoure te dira ne t'affirme pas. Donc ça veut dire que pour une personne classique qui a eu des parents qui lui ont appris à s'affirmer, comme on apprendrait à un enfant à marcher, qui, dans son couple, a un partenaire qui accepte le fait que tu t'affirmes. C'est tellement plus simple parce que tout ton environnement a été basé, a été créé dessus. Là où toi, c'est peut-être pas ton cas aujourd'hui. Et j'aimerais que tu considères que pour toi, pour t'affirmer, c'est doublement ou quadruplement plus dur. Non seulement tu n'as pas eu l'éducation à t'affirmer, probablement. Numéro 2, tu es dans un endroit où 100% des gens autour de toi, au-dessus, les parents, en même altitude que toi, ton partenaire, même en dessous, tes enfants ont appris une chose, c'est que tu ne dois jamais montrer tes besoins. Donc pour toi, le travail sera 2 fois, 3 fois ou 10 fois plus dur que les autres. Un peu comme un pli sur une chemise qui aurait été mal repassée et qui est encore plus dur que si la chemise avait été juste froissée comme la mienne de tout à l'heure. Et on en revient au sujet de base, la chemise. Et j'aimerais que vous preniez un engagement aujourd'hui pour 2 raisons. La première pour vous, c'est de marquer en commentaire en dessous de cette vidéo « Plus jamais comme tu veux ». Ne plus jamais dire comme tu veux. Plus jamais comme tu veux. Mettez ça en commentaire juste en dessous. Ça, c'est pour vous. La deuxième raison, c'est que ça me ferait plaisir de voir votre engagement et ça booste la vidéo. Et la troisième raison, qui est plus rigolote, c'est que
Pendant des années, je sais pas si je vous ai dit, sur mon téléphone, j'ai des pop-up de chaque commentaire de la chaîne, chacun. Et ça veut dire que même si vous voyez cette vidéo 3 ans après, au moment où vous mettrez plus jamais comme tu veux, j'aurai un pop-up sur mon téléphone qui marquera votre commentaire. Voilà mes amis, si ça vous intéressait, abonnez-vous. Il y aura d'autres sujets, d'autres formations comme ça qui vont suivre sur cette chaîne. Pour que je sache si ça vous plaît, interagissez. Vous savez, on est dans un public, on n'est pas dans une vraie discussion. Vous pouvez pas parler devant votre écran aujourd'hui. Moi, je peux, sans être interrompu pendant des heures, mais c'est pas un dialogue. Et pour que je sache si jamais ça vous plaît ou pas, il faut bouger quelque chose. Cliquez sur s'abonner. Il y a aussi un petit bouton booster à côté ou mettez un commentaire. Faites quelque chose pour que je sache si ce genre de format vous plaît aussi bien sur le fond que sur la forme. Sinon, moi aussi, je suis un aveugle et je ne peux pas savoir ce que vous êtes. Et peut-être que votre premier acte aujourd'hui pour mettre fin au fameux comme tu veux, c'est de mettre quelque chose. Oui, Antoine, voici de quoi j'ai besoin, voici ce que j'aimerais dans la prochaine vidéo, voici ce que j'ai aimé, voici ce que je n'ai pas aimé. Salut à tous, bye, je vous aime.